Aurélien Lecoq, député LFI du Nord, votre collègue dit ils ne sont pas les bienvenus à Paris. Hein, c'est les termes qu'il a utilisés. Ce sont les termes utilisés par Thomas Porte Oui. sont exactement et mot pour mot les termes qu'avait utilisé Anne Hidalgo à l'encontre des athlètes russes vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Elle avait dit les athlètes russes ne sont pas bienvenus aux JO de Paris. Pour vous, c'est la même chose ? Qu'est-ce que ça Non, veut pardon, dire ? c'est intéressant cette analogie. En quoi les athlètes russes, la Russie et Israël ont des points communs? Expliquez-moi. La Russie et Israël, et je crois que c'est reconnu aujourd'hui par l'ensemble des organisations internationales, Lesquelles? sont aujourd'hui coupables de crimes de guerre. Donc pour vous, Russie et Israël, c'est la même chose. Vous êtes d'accord? Attendez, Non, mais je ne dis c'est pas que c'est le intéressant. même conflit. Parce que Je dis l'exemple que vous prenez, c'est pour ça que je j'essaie de dis qu'il comprendre. s'agit de deux États qui aujourd'hui, oui, se rendent coupables de crimes de guerre. Et donc, que lorsqu'on a des États qui sont coupables de crimes de guerre, il doit y avoir des sanctions. Parce que j'aimerais Donc juste pour que vous, derrière... l'Ukraine et le Hamas, c'est la même chose. Derrière, si je suis votre arrêtez analogie. de caricaturer, c'est ridicule. C'est vous qui faites cette analogie, donc allons L'analogie, elle se fait sur la possibilité de la sanction. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on puisse faire des polémiques sur un mot, sur une phrase, sur la question du drapeau israélien. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? La réalité, c'est que oui, il y a toujours un génocide en cours à Gaza. C'est la faute des athlètes israéliens. Il y a 40 000 personnes qui sont mortes, il y a 35 000 blessés. Est-ce que c'est la faute des athlètes israéliens? Et donc, il faut faire quelque chose. Oui, d'accord, mais... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lorsqu'il y a un génocide en cours, on doit faire quelque chose? Aurélien Lecoq, est-ce que c'est la faute des athlètes, des sportifs, ce qui se passe là-bas? La proposition est donc que oui, il y a une sanction contre Israël. Donc c'est la faute des athlètes. Personne ne dit que c'est la faute des athlètes. Si, parce que c'est eux qui sont visés. C'est la question. Les athlètes, personne ne veut les empêcher de concourir. Par contre, il n'est pas acceptable. Vous les mobilisez, vous voulez manifester contre eux. Il n'est pas acceptable que le gouvernement israélien puisse, y compris, se servir de sa délégation pour faire sa communication. Ça veut dire que oui, on ne veut pas qu'il puisse y avoir de drapeau israélien au moment où le gouvernement d'extrême droite israélienne est en train de commettre un génocide dans ces Jeux Olympiques. Mais attendez, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Est-ce que vous lancez cet appel pour l'Iran aussi? Vous lancez cet appel pour l'Iran? Ça a été. Mais on peut décliner cet appel pour celles et ceux qui commettent des crimes de guerre ou qui enfreignent le droit international. Parce qu'il y a une actualité. Vous ne le faites pas, monsieur. Il n'y a pas d'actualité en Iran. Parce qu'il y a une actualité particulière. Je ne crois pas qu'il y a plus 1000% d'augmentation des actes russophobes dans notre pays. Est-ce qu'il y a 40 000 morts ou pas? Oui, il y a 40 000. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez pour que ça ne s'additionne pas? Non, mais à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête avec ce mot de génocide. Je parlais de raccourci tout à l'heure. Nous, on voudrait que ce soit le génocide qui s'arrête, pas le terme de génocide qu'on emploie. Allez, si vous parlez ensemble, on ne comprend rien, donc ça n'a aucun intérêt. Il n'y a jamais eu une seule cour de justice, une seule décision. La Cour internationale de justice, non, monsieur. Elle n'a pas dit ça, et vous le savez très bien. Et c'est encore un raccourci. Elle a dit le 26 janvier. Vous pouvez le débat n'est pas sur le génocide. Non, le débat est sur... répéter chaque jour, s'il vous plaît, des dizaines de fois. Il n'y a pas eu de cour qui a dit qu'il y avait un génocide. Mais le débat risque avéré de génocide. Ce qu'il y a derrière, c'est de vouloir couper toute possibilité de s'attaquer à ce discours qui vient tout de suite créer de la haine. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens arrêtent de mourir. Vous entendez qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui? Vous entendez qu'il y a plus d'enfants qui sont morts à Gaza que dans l'ensemble des conflits internationaux ces derniers mois? Monsieur Lecoq, monsieur Le Joyeux, s'il vous plaît, s'il n'y a que vous qui parlez, on va partir, on va vous laisser entre vous. On va aller profiter du beau temps. Merci. Adrien Matou, rédacteur en chef du service politique de Marianne. C'est vrai que Thomas Porte est un député qui quasiment ne tweet que sur Gaza. J'ai regardé son activité, il est député de Seine-Saint-Denis, il n'y a quasiment aucun tweet sur la Seine-Saint-Denis, c'est uniquement sur Gaza, donc il y a vraiment un attachement particulier à ce conflit, en tout cas. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est un calcul électoral ou est-ce que c'est une vraie conviction? Sans doute les deux. Je crois qu'en fait c'est assez clair. D'ailleurs, vous avez commencé à en parler, mais vous ne proposez pas, vous ne dites pas aux athlètes afghans, iraniens, nord-coréens, qui pourtant seront présents aux JO, qui ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques, parce qu'en réalité, tout le monde sait, si je peux finir, chacun va parler. Tout le monde sait très bien ce que fait Thomas Porte. Il mobilise. Les Insoumis ont identifié un réservoir électoral. Ça s'accorde. Mais après, les élections sont passées. Non, mais c'est un travail de long terme. Mais c'est dit ouvertement. Il y a des gens qui meurent.
Non mais oui, mais il y en a en Iran aussi. Comment ça? Non mais comment ça? Mais il y en a en Iran aussi, monsieur. Mais vous êtes peut-être moins d'Iraniens dans votre circonscription. Je suis d'accord pour dire, j'entends que sur ce plateau, vous vouliez qu'on élargisse la liste des pays qui doivent être sous bannière neutre. Et moi, je peux... Si vous défendez un principe, il faut que ça s'applique à tout le monde. Mais c'est pour ça que mais vous ne le faites pas. Votre façon d'instrumentaliser ces mots pour empêcher toute critique, on dit qu'il faut une solution. Quelle solution est proposée par quiconque pour que les morts s'arrêtent? Et vous pensez qu'en faisant ça, ça va régler le conflit à Gaza? Eh bien, on pense que oui, il faut qu'il y ait des sanctions diplomatiques, il faut qu'il y ait des sanctions financières, il faut qu'on arrête de livrer des armes au gouvernement israélien. Mais attendez, c'est un sujet sérieux. Il y a des gens qui sont en train de mourir, personne ne propose rien. Adrien Matou, néanmoins, la Russie, c'est vrai que pour les Russes, on a décidé de bannir, enfin en tout cas, on a décidé que les Russes pouvaient être là, les sportifs, mais sous bannière neutre, à condition aussi qu'ils ne soutiennent pas l'invasion russe et n'aient pas de lien avec l'armée. Ce qui fait que finalement, les sportifs russes sont d'ailleurs exclus de la cérémonie d'ouverture et que seuls 15 athlètes russes ont accepté l'invitation à Paris. Il n'y aura quasiment pas de sportifs russes lors de cette compétition. Alors on peut se dire pourquoi on fait ça à la Russie et pas à Israël. Bah justement, moi je trouve ça assez idiot parce que je pense qu'on est toujours dans ces débats. Voilà, on fait deux phrases et on se prend les 40 000 morts dans la tête et voilà. Je pense que c'est idiot ce qu'on fait pour la Russie aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rendre comptables les sportifs des agissements non pas de leur pays mais du gouvernement de leur pays. Et donc en fait, on permet avec ces débats-là lancés par Thomas Portici, mais aussi avec les Russes. On ouvre des débats sans fin sur le périmètre des pays qui sont obligés de faire concourir leurs athlètes sous bannière neutre. Oui, parce que sinon on va toujours oublier un conflit et un pays. Il y a des morts partout dans le monde. Je ne dis pas qu'on doit tout relativiser, mais il y a des conflits tragiques. Il y a une situation d'urgence à Gaza. Alors, il y en a aussi en Ukraine. Oui, et du coup il y a des sanctions. Il y en a aussi au Yémen. Et ça change. Le fait que les Russes ne viennent pas, vous trouvez que ça a avancé et qu'il n'y a plus de guerre en Ukraine parce que les Russes ne vont pas venir? Moi, je pense qu'il faut que des sanctions soient prises. Oui, mais vous voyez bien que ça ne change rien au conflit russo-ukrainien. C'est la démonstration que votre appel est imposable. Ayons franchement le débat. Quelles sanctions utiles doivent être prises contre le gouvernement israélien? Parce que le sujet vous êtes obsédé par ça. Mais oui, mais non, attendez, monsieur. Justement, non, parce que c'est il y a que ça qui vous intéresse en fait. Il s'agit du sujet de fond, c'est le sujet politique qui est derrière. Les familles iraniennes qui ont été pendues, ça vous intéresse pas, par exemple? Mais attendez, on n'a aucune sympathie avec les. Mais j'ai pas entendu Thomas Porte en parler. Jamais. La direction de l'Iran. Aucun. Et s'il y a des mobilisations, oui, mais vous avez une obsession. À les soutenir. Vous avez une obsession. Non, on n'a pas une obsession. Mais attendez, il y a un génocide. Oui, non, vous l'avez répété 15 fois. Ben oui, sauf que on a l'impression qu'on le répète et que personne n'en parle et que personne ne veut porter ce sujet. Donc, même si ça vous déplaît, moi je continue à le répéter. Ça me déplaît pas. Il y a un génocide en cours sous les yeux du monde entier. Oui. Il y a plus de 100 journalistes qui sont morts par ailleurs dans ce génocide. Quelle solution propose-t-on pour que la France fasse quelque chose pour que ça s'arrête? Le président Herzog est présent à la cérémonie d'ouverture, le président israélien. Vous pensez que c'est de nature à faire arrêter le génocide? Je vous pose la question, est-ce qu'il fallait l'inviter? Moi, je pense que c'est pas un bon signal. Effectivement. Moi, je pense que c'est problématique. Et donc, je pense pour ça qu'il faut... Parce que oui, les Jeux Olympiques sont un moment politique, sont un moment géopolitique. Vous disiez tout à l'heure, ça ne sert à rien. Bah, peut-être, mais par exemple, l'Afrique du Sud a été sanctionnée. Ces délégations ont été sanctionnées pendant 30 ans, entre 1962 et 1992, pour lutter contre l'apartheid. Est-ce que c'était honteux que l'Afrique du Sud soit sous bannière neutre à ce moment-là? En Israël, aujourd'hui, en tout cas, du fait de l'action israélienne, à Gaza, on a un régime qui colonise, qui sépare les gens, qui tue, qui assassine. D'accord. Et donc personne ne propose rien. Le gouvernement Macron gesticule, mais ne fait rien. Donc oui, il y a que les insoumis qui proposent. Bah oui, effectivement, il y a que les insoumis qui proposent l'arrêt des armes, des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques, parce que nous n'acceptons pas d'avoir des enfants, des femmes et des hommes qui meurent sous nos yeux sans rien faire. Et tout le monde l'accepte, bien évidemment. Tony Lebos. Personne d'autre ne propose rien. Les insoumis, il n'y a pas de trêve olympique. Ça, au moins, on n'est pas surpris. Pas de trêve olympique. On continue à polémiquer. Pourtant, Emmanuel Macron lui-même a appelé une trêve olympique et politique. Ce matin, il visitait un village olympique. Alors, je ne sais pas si précisément il parlait de la polémique déclenchée par Thomas Porte, mais en tout cas, il aimerait bien qu'on mette de côté tout cela. Est-ce que c'est possible ? Franchement, non. Quand on regarde les débats qu'il y a lieu encore sur les plateaux de télévision ou bien sur les réseaux sociaux, clairement, il n'y a pas de trêve politique
dans la classe politique actuelle. Certes, Emmanuel Macron essaye de se positionner en président fédérateur de la nation avec effectivement ces Jeux Olympiques qu'il espère pouvoir fédérer les Français durant cette période. Il appelle à cette trêve politique, mais on sait très bien que, y compris pendant les Jeux Olympiques, les discussions vont se poursuivre. On a entendu Laurent Wauquiez aujourd'hui qui a essayé de faire une sorte de main tendue au bloc macroniste. On voit aussi que la coalition de gauche tente quand même aussi de poursuivre les négociations pour trouver une issue à ce blocage sur une possible candidature commune à Matignon. Donc non, il n'y aura pas de trêve olympique. Chacun va essayer de trouver les voies et les chemins possibles pour trouver des solutions à ce blocage. Et puis Emmanuel Macron, demain, s'exprimera d'ailleurs à la télévision. Oui, on l'a appris. Ce sera sur le service public, à 20h sur le service public. Ce sera purement sportif pour les Jeux Olympiques. Bien sûr que la situation politique... Il y aura peut-être sans doute des questions sur la situation politique. Sans doute, et lui-même aura l'occasion aussi d'en parler demain. Demain, d'ailleurs, je précise, puisque j'ai un représentant du Nouveau Front Populaire ici, mais demain, c'était la proposition du PS de faire un vote pour départager des noms pour une proposition de candidature à Matignon. C'était la proposition du PS. Bon, il n'y a plus de noms, puisque Laurence Tubiana a renoncé finalement à Matignon après avoir dit qu'elle était prête la semaine dernière. Donc, il n'y a finalement plus de noms. C'est l'impasse, c'est le blocage, alors même que le Nouveau Front Populaire avait dit qu'il y allait avoir un nom, et c'est une forme de promesse non tenue de la part de la coalition de gauche. Alors justement, on en est où? Parce qu'on attend une proposition de la gauche. J'ai entendu Manuel Bompard dire maintenant que c'est à Emmanuel Macron de vous appeler. Les règles changent. Les règles changent, mais vous appelez pour vous dire quoi en fait? Pour vous dire qu'il compte nommer un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Oui, mais il ne sait pas qui, puisque vous n'avez pas de candidat. Il faut tout de même reprendre les choses dans l'ordre. Il y a quand même un scandale absolu dans ce pays, qui est une négation par le président de la République, garant de nos institutions, d'un scrutin démocratique. On a un président de la République qui, en France, ne reconnaît pas le résultat d'un scrutin démocratique. Résultat et des élections européennes qui ont infligé une lourde défaite à Emmanuel Macron et du résultat des élections législatives qui ont de nouveau balayé les macronistes dans leur ensemble. Oui, mais vous n'avez pas de nom. Y compris de vote à l'Assemblée nationale, puisque Yael Braun-Pivet et les macronistes sont minoritaires au bureau de l'Assemblée. Vous n'avez pas de nom à lui proposer. Mais le nom va venir, vous mettez en position faiblesse. Oui, parce que ça fait une dizaine de jours que les élections sont passées. Et depuis 10 jours, nous discutons, nous échangeons, nous réfléchissons. Et on ne peut pas demander, dans un moment aussi grave pour le pays, que la question du Premier ministre soit choisie comme ça, à la va-vite. Non. Le Front Populaire, en 1936, a mis 1 mois avant de nommer son gouvernement et ensuite de gouverner. Eh bien, un mois et de mobilisation populaire. Donc rendez-vous en septembre, alors. Et de discussion ont permis à la fin 2 semaines de congés payés, une augmentation générale des salaires. Voilà, la semaine de 40 heures. Alors donc, maintenant, c'est 1 mois. S'il faut, mais non, je vous donne pas de temps. Je vous dis pas les délais qui étaient donnés au début. Je vous dis qu'il y a une réflexion politique, des débats qui sont importants, qui sont sérieux, parce que ce qui compte à la fin, c'est que ce gouvernement fonctionne et que le programme du Nouveau Front Populaire, il puisse être appliqué. Parce que ce que les gens attendent, c'est effectivement le blocage des prix, l'augmentation des salaires et la retraite à 60 ans. Léon Blum était sioniste, il n'aurait pas pu être à la France Insoumise. Un dernier mot, Anthony Lebos. 1 mois, moi je me souviens d'un Éric Coquerel qui, quelques jours après le second tour, nous disait d'ici le week-end. Ce week-end. Je vous dis pas que c'est dans 1 mois, c'est pas ce que je vous ai dit. Vous m'avez bien entendu. C'est que les discussions avaient lieu et que c'est des discussions politiques importantes. 24 heures après le second tour, Olivier Faure, Mathilde Panot disaient on aura un nom à la fin de la semaine. La semaine d'après, on aura un nom à la fin de la semaine. Finalement, il n'y a pas de nom. Mais ça va peut-être arriver. Alors, est-ce qu'il y aura un nom alors, je ne suis peut-être pas voyante. Je vous pose cette question. La boule de cristal. Vous êtes d'accord pour dire qu'on ne nomme pas un Premier ministre sans réfléchir ni discuter? Non, mais ça j'imagine bien. C'est important cette discussion. J'étais plus rapide sur le programme. Adrien Matou, pourquoi c'est si long? Est-ce qu'il y aura vraiment un nom un jour? Les électeurs de gauche doivent en douter maintenant. Il y aura forcément un nom. Ceci dit, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que contrairement au Front Populaire de 1936, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc le président n'a aucune obligation de nommer un Premier ministre. Il n'en a jamais. Populaire. Et le deuxième problème, c'est que cette coalition était très efficace quand il s'agissait de nommer un candidat unique pour sécuriser un maximum de sièges. Très efficace, pour bâtir un programme à la va-vite, mais il y a quand même tout un tas de désaccords politiques qui apparaissent maintenant. On peut pas non, puisqu'il y a un programme. Non, mais on peut pas nier mais sur la méthode de gouverner. Le programme ne fait pas tout. Il a été conclu en 3 jours. Ce qui compte pour gouverner, c'est quand même les mesures qu'on applique. Vous êtes d'accord avec tout avec le PS?
Le Parti socialiste est d'accord avec nous pour le SMIC à 1 600 € et l'augmentation des salaires, pour l'abrogation de la réforme des retraites. Merci, monsieur Lecoq. Je pense qu'il y a une majorité à l'Assemblée pour abroger la réforme des retraites. Eh bien, on verra dans les semaines ou le mois qui vient, puisque vous nous avez donné ce délai. Merci. Dans un instant, on va revenir sur ce qui se passe aux États-Unis. Joe Biden se retire et Kamala Harris se prépare.